cher Philippe. Merci Bonjour. D'être avec nous. Quelle joie de vous accueillir dans cette émission 56 minutes cyber. Je l'évoquais à l'instant, la cybersécurité, l'intelligence artificielle. On parle évidemment des infrastructures critiques. C'est au cœur du sujet. Alors, Philippe Latombe, on a envie de savoir, évidemment, aujourd'hui, au sein de l'Assemblée nationale, on en est où après le vote de cette loi résilience à la majorité, à l'unanimité? Oui, elle a été votée en commission spéciale. C'est un texte qui a un parcours un peu chaotique puisqu'il a subi les vicissitudes de la vie politique. Nous avons décidé, malgré la démission du gouvernement, de pouvoir examiner le texte parce que nous avions travaillé tout l'été sur le sujet, l'examiner si le gouvernement avait démissionné. Alors, je le disais à l'instant, la cybersécurité de l'intelligence artificielle, c'est un sujet qui est important. Une loi vient d'être adoptée en Italie en intégrant cette dimension. Vous interpellez quand même l'ensemble de l'écosystème en disant que finalement, c'est un sujet dont on parle assez peu. Est-ce que vous arrivez à expliquer pourquoi, alors même que les cybercriminels s'intéressent massivement au sujet? Alors, la cybersécurité et l'IA a toujours été vue uniquement sur la partie comment est-ce que j'utilise l'IA pour faire de la cybersécurité. L'IA est utilisée par les attaquants et donc les défenseurs se disent légitimement je dois utiliser l'IA pour défendre les systèmes d'information. La vraie question qui se pose, c'est aussi comment est-ce que, et c'est une question qui là n'est pas traitée en France et pas assez à mon avis, c'est comment est-ce qu'on arrive à cyberprotéger les modèles d'IA et les applications d'IA. Et en fait, comment est-ce qu'on évite que des personnes mal intentionnées puissent en trafiquant les jeux de données d'entraînement, puissent faire en sorte que l'IA donne des mauvaises réponses. Ou que, en trafiquant l'IA, en lui posant des questions de façon très régulière pour qu'elle apprenne, on lui donne des mauvaises informations qu'elle va régurgiter ensuite. Et typiquement, on peut penser à des opérations d'ingérence d'un certain nombre de pays qui pourraient profiter du modèle, lui poser 150 000 fois la même question par des bots, et ensuite d'obtenir une réponse qui, lorsqu'elle sera posée par un utilisateur normal, sera pas la bonne réponse et sera clairement une réponse qui serait orientée et biaisée. Et donc ça, aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas suffisamment intégré ça dans la construction des modèles et dans la protection des modèles. Et c'est certainement un des sujets d'avenir, c'est comment est-ce qu'on peut faire confiance à l'IA, et la confiance dans l'IA, c'est aussi sa cybersécurité. La cybersécurité, qui est un pilier de la confiance numérique. On n'aura de cesse de le répéter. On le comprend aussi. Nous sommes aujourd'hui à l'ère d'une guerre hybride et de fait, les enjeux géopolitiques s'invitent, viennent percuter aussi les stratégies des entreprises. Comment peuvent-elles mieux intégrer ces dimensions pour se protéger, mais aussi pour anticiper? Je pense qu'effectivement, depuis plusieurs années, tout le monde avait négligé le risque géopolitique dans sa matrice d'appréciation des risques. On pensait que, légitimement, les méchants étaient des méchants, on les avait identifiés. Il y avait les Iraniens d'un côté, la Corée du Nord ailleurs, les Russes éventuellement un petit peu. Et puis, il suffisait de pas commercer avec eux, de pas s'en occuper, ça se passait très bien. Depuis qu'on voit que la géopolitique change de forme et que la géopolitique s'invite aussi dans la partie informatique et que les Américains ont opéré un shift très fort sur un certain nombre de questions, les chefs d'entreprise se reposent la question en disant « mais je dois l'intégrer comment ?» En matière d'informatique, c'est assez clair. C'est la domination et le monopole de solutions américaines dans un contexte où le président Trump peut décider du jour au lendemain d'arrêter la fourniture de services à une organisation ou à une personne. Ça doit être intégré en géopolitique comme un risque majeur qui doit être appréhendé. Et puis, il y a aussi le risque intrinsèque, qui est de la géopolitique un peu différente, mais qui est que les entreprises sont devenues tellement grosses en informatique, on pense à Microsoft, on pense à Amazon, on pense à Google, ce sont des très grosses entreprises qui peuvent avoir leur propre agenda géopolitique. Et on le voit bien avec ce qui s'est passé très récemment avec Microsoft, qui a décidé de couper la fourniture de services à une entité de l'armée israélienne, alors même que Trump ne lui aurait pas demandé, et ne lui a pas demandé, mais parce que c'était contraire et que ça pouvait poser des problèmes de vente de ces solutions auprès de pays européens, elle a décidé de les couper pour éviter toute polémique. Et donc on voit bien qu'il y a un agenda aussi géopolitique de ces entreprises, et il va falloir que les entreprises, les chefs d'entreprise, en France et en Europe, l'intègrent dans la matrice de risque. Alors une dernière question, Philippe Latombe. Vous aviez pour projet de déposer donc une proposition de loi pour mieux réguler les activités de renseignement en source ouverte, ce que l'on appelle globalement l'OSINT. Est-ce que c'est toujours à l'ordre du jour ? Et finalement, pourquoi souhaitez-vous engager ce process ? Alors, on s'est posé la question à l'occasion du texte Résilience, parce que dans un certain nombre de considérants du texte Résilience, et notamment sur DORA, il est fait mention de l'Open Source Intelligence, le renseignement en source ouverte. Et donc, on s'est posé la question de savoir si c'était pas à cette occasion-là qu'il fallait qu'on pose une définition de l'OSINT, parce qu'il n'y a pas de définition en droit français.
Après discussion avec des juristes, avec le Conseil constitutionnel, on s'orientait vers le fait que ça serait considéré comme un cavalier par le Conseil constitutionnel. Donc on a quand même posé des questions au moment des auditions, on a quand même fait des consultations pour se dire que on pourrait parfaitement déposer une proposition de loi en fin d'année 2025 qui intégrerait 3 piliers. La question de l'OSINT et sa définition. Il n'est pas question de réguler l'OSINT, il faut mettre une définition, poser un cadre. La deuxième chose, c'est de régler la divulgation de fuites de vulnérabilité, en se disant qu'on en a besoin et qu'on a besoin que l'information circule, mais ça peut aussi faire l'objet de problèmes juridiques, de recel notamment, et donc il faudrait qu'on arrive à le régler. Et le troisième point, c'était sur ce qu'on appelle les hackers éthiques, même si le mot est pas très beau, faire en sorte qu'on puisse essayer de voir si on peut se caler sur la réglementation qui existe déjà en Belgique, et qui permet aujourd'hui de pouvoir protéger des personnes qui divulguent des failles de sécurité, qui ne les ont pas utilisées dans un certain nombre de cas, un peu comme on protège des lanceurs d'alerte. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est demandé parce qu'on est vraiment dans un sujet qui est une zone grise, et il va falloir qu'on clarifie cette zone grise. Merci beaucoup Merci à vous d'avoir été notre invité.